24 heures. C'est le temps qu'il a fallu entre une poignée de mains souriantes à la finale de la Coupe du Monde et l'annonce de droits de douane à 50% contre le Canada. Vous trouvez ça normal, vous, un délai aussi précis ? Le lendemain de cette rencontre cordiale avec le Premier ministre canadien, le représentant américain au commerce a annoncé ses nouveaux droits de douane en invoquant une disposition vieille de près d'un siècle, tombée dans l'oubli depuis des décennies, tirée de la même loi que les historiens économiques associent à l'aggravation de la Grande Dépression aux États-Unis. La justification officielle parle de discrimination commerciale de la part du Canada. Le calendrier, lui, raconte une autre histoire. On va d'abord regarder ce que ces droits de douane contiennent vraiment, article par article, et pourquoi la justification officielle ne colle pas avec les chiffres réels du commerce entre les deux pays. Ensuite, on va suivre un second fil, celui d'un schéma qui dépasse largement le Canada, où cette administration multiplie les provocations envers ses alliés les plus proches, sans jamais les assumer en face. Les chiffres commerciaux cités ici viennent des déclarations officielles du représentant américain au commerce et de données évoquées publiquement par des responsables canadiens. Les citations viennent de déclarations faites devant caméra par les personnes qui les assument. D'après le texte officiel, ces droits de douane supplémentaires ont été imposés en invoquant la section 338 de la loi douanière de 1930, en accusant le Canada d'avoir retiré l'alcool américain de certains rayons, donné un meilleur accès aux produits laitiers européens et plafonné les exportations de véhicules américains. Ce que cette justification ne mentionne pas, c'est que ces mesures canadiennes sont elles-mêmes des ripostes à une vague de droits de douane américains antérieurs portés par un mouvement citoyen organique plutôt que par une décision gouvernementale. Le retrait de l'alcool américain des rayons n'est pas un décret d'État. C'est un boycott populaire, décidé magasin par magasin, par des consommateurs excédés par des mois d'attaques répétées contre leur pays. La liste des produits visés mérite d'être regardée de près, parce qu'elle en dit long sur les vraies priorités de cette décision. Cimenterie, piscine, vin. Et ce qui a fait sourire jusqu'aux commentateurs les plus sérieux, au Canada, les crosses de hockey. Pensez-y 2 secondes. Le hockey, c'est à peu près à l'identité canadienne ce que le vin est à l'identité française. Cibler ce produit précis, ce n'est pas un choix économique neutre, c'est un choix symbolique, pensé pour toucher une corde sensible plutôt que pour peser réellement sur une balance commerciale. Sur les produits laitiers, censés être au cœur de cette accusation de discrimination, les chiffres évoqués publiquement par des responsables canadiens montrent que les États-Unis exportent environ 800 millions de dollars de produits laitiers vers le Canada, contre environ 300 millions dans l'autre sens. Sur le produit précis présenté comme la preuve du traitement injuste envers les États-Unis, la balance penche déjà largement en leur faveur. Un animateur canadien bien connu, Charlie Angus, qui anime la chaîne Midas Canada, a résumé la situation avec une pointe d'ironie qui mérite d'être rapportée. Selon lui, le boycott du vin et de l'alcool américain a eu un effet secondaire inattendu, celui de faire décoller les ventes de vin canadiens, y compris pour la première fois vers l'Europe elle-même, un marché réputé pourtant particulièrement difficile à percer pour des producteurs nord-américains. La mesure censée punir le Canada renforce, dans les faits, l'industrie qu'elle visait à affaiblir. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une simple dispute commerciale de plus, où chaque camp défend sa version, ce qui fait partie du jeu normal entre pays voisins. Sauf que ça ne tient pas, et c'est là que le vrai fil de cette histoire commence, parce que c'est pas la première fois que cette administration agresse un allié le lendemain d'une rencontre cordiale en face à face. Il y a une version de cet argument qui tient debout, et la voici. Les États-Unis ont le droit légal et parfois l'intérêt économique légitime de répondre à des barrières commerciales qu'ils jugent injustes, y compris de la part d'alliés proches. Et ce type de bras de fer fait partie des relations normales entre grandes puissances. Ce n'est pas un argument à balayer d'un revers de main. Le problème, ce n'est pas l'idée même de défendre des intérêts commerciaux. C'est le choix précis du calendrier, de la disposition légale utilisée, et de la liste de produits visés, qui suggère une décision pensée moins pour son impact économique réel que pour son effet de communication, publiée au lendemain d'une rencontre où rien de tout ça n'a été dit en face. Ça rappelle furieusement la fable du corbeau et du renard. Flatter quelqu'un en face pour mieux lui reprendre, dès qu'il a le dos tourné, ce qu'on n'aurait jamais osé lui demander directement. Reprenons l'exemple espagnol, parce qu'il éclaire exactement le même schéma.
Après des mois d'attaques répétées contre l'Espagne, son Premier ministre et son peuple, le président américain, interrogé directement sur ce qui s'était passé lorsqu'il s'était retrouvé face à la délégation espagnole à la Coupe du Monde, a répondu n'avoir aucune tension avec qui que ce soit et avoir simplement félicité l'équipe espagnole pour sa victoire. Et ce premier épisode canadien n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que ce même schéma s'est répété de façon plus personnelle encore, avec la première ministre italienne. Un pays gouverné par une dirigeante d'extrême droite, qu'on pourrait imaginer proche de cette administration sur le plan idéologique, s'est retrouvé visé par une accusation bien plus grave. Le président américain a publiquement suggéré sur son propre réseau social qu'elle le harcelait au point de nécessiter une ordonnance restrictive à son encontre. Une accusation de ce type, portée contre une dirigeante d'un pays allié, ce n'est plus une divergence diplomatique normale, c'est un registre entièrement différent. Et devinez ce qui se passe ensuite. Des élus américains ont commencé à évoquer publiquement sur des chaînes d'information nationales la possibilité de saisir des actifs canadiens et d'expulser purement et simplement le personnel diplomatique canadien du territoire américain. Ce n'est plus un discours qui vient uniquement du président. C'est un ton qui se répand dans toute une partie de la classe politique qui le soutient. Il faut savoir que ce genre de proposition venant d'élus d'un pays qui partage avec le Canada la plus longue frontière pacifique au monde depuis plus de 2 siècles n'a rien d'anodin. Saisir les actifs d'un allié, expulser ses diplomates, ce sont historiquement des mesures réservées aux relations avec des États hostiles, pas avec le pays qui partage chaque hiver électricité, pétrole et renforts militaires, dans le cadre d'accords de défense communs vieux de plusieurs générations. Il y a aussi ce prétexte des incendies de forêt canadiens, brandis publiquement sur le tarmac comme justification indirecte de la fermeté commerciale envers le Canada, avec des propos évoquant une possible facturation de dommages ou de nouveaux droits de douane liés à la fumée qui aurait traversé la frontière et forcé la fermeture d'usines automobiles dans la région de Détroit. Le problème, c'est que des experts climatiques rappellent depuis des années que ce type d'épisode de fumée transfrontalière s'intensifie avec le réchauffement climatique, un phénomène mondial que cette même administration continue par ailleurs de minimiser publiquement quand il s'agit de sa propre politique énergétique. Juste une seconde, parce que ce détail mérite qu'on s'arrête dessus. Pendant que cette escalade se joue, le détroit d'Ormuz reste fermé au trafic maritime normal, malgré les déclarations contraires venues de Washington. La situation à Cuba continue de se dégrader. Le dossier ukrainien reste dans l'impasse, malgré des annonces répétées évoquant un accord imminent avec Moscou qui, semaine après semaine, ne se concrétise jamais. Mais la bataille prioritaire qu'on choisit de mettre en avant publiquement, ce sont des droits de douane sur des crosses de hockey. C'est un peu comme annoncer en grande pompe la construction d'une clôture autour de sa piscine pendant que le toit de la maison est en train de s'effondrer. Ce n'est pas un hasard si un nombre croissant de pays commence, dans les sondages internationaux cités par des observateurs suivant ces relations de près, à considérer la Chine comme un partenaire commercial relativement plus stable et prévisible que les États-Unis. Pas parce qu'elle serait devenue un modèle de vertu démocratique, mais parce qu'elle joue un jeu de long terme cohérent. Pendant que ses concurrents changent de position d'une semaine à l'autre, ça rappelle furieusement le mythe de Sisyphe. Répéter la même provocation avec un allié différent à chaque fois, en refusant obstinément d'admettre que ce rocher précis ne mènera jamais nulle part. Chaque fois que Washington traite un allié comme un adversaire, ce n'est pas sa position de force qui se renforce. C'est cet allié qui se met discrètement à chercher quelqu'un d'autre à qui parler. Et il y a quelque chose d'assez symbolique dans ce que Charlie Angus a résumé sur son antenne. Le Canada, dit-il en substance, n'a plus aucune certitude sur la parole donnée par son voisin. Autrefois, quand Washington voulait faire pression, les 2 pays négociaient et à la fin l'accord tenait. Aujourd'hui, plus personne au nord de la frontière ne sait ce qu'il obtiendra vraiment, même après avoir négocié de bonne foi. Rappelez-vous cette question qu'on s'est posée en ouvrant cette vidéo. 24 heures séparaient une poignée de main d'une annonce de droits de douane. La réponse existe, et elle est bien plus large qu'une simple dispute commerciale. Cette dispute n'était qu'un symptôme d'un schéma bien plus vaste, où cette administration multiplie les gestes agressifs envers ses propres alliés, l'Espagne, l'Italie, le Canada, tout en restant chaleureuse avec eux dès qu'une caméra capte un face-à-face.
une accusation de discrimination qui inverse la cause et la conséquence. Une loi centenaire ressortie pour viser des piscines et des crosses de hockey. Ce n'est pas la même dispute qui se répète par hasard à chaque pays visé. C'est une méthode appliquée à des cibles différentes, presque au même rythme. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas cette liste précise de droits de douane en soi. C'est que cette stratégie de confrontation permanente avec des alliés proches redessine en silence la carte des relations commerciales mondiales. Personne n'a annoncé que traiter le Canada comme un adversaire commercial pousserait ce même Canada à renforcer ses liens avec l'Europe, l'Australie et l'Asie. La suite s'annonce déjà plus compliquée, pas moins. Si les élus les plus loyaux à cette administration commencent eux-mêmes à évoquer publiquement la saisie d'actifs étrangers et l'expulsion de diplomates alliés, la vraie question n'est plus de savoir jusqu'où ira cette escalade commerciale précise. C'est de savoir combien d'alliés il faudra encore perdre, un par un, avant que quelqu'un, au Congrès ou ailleurs, ne pose publiquement la question que tout le monde semble éviter. Et ce sont toujours les mêmes. Producteurs laitiers, vignerons et fabricants d'équipements sportifs des deux côtés de la frontière, qui en cessent, pendant que le discours officiel, lui, ne change pas d'un mot sur la défense des intérêts américains. Qui sème le vent récolte la tempête. Et à force de semer des tempêtes chez tous ses voisins, à un moment donné, il ne reste plus grand monde pour accueillir la prochaine récolte. Et pendant qu'on y est, posons la question que personne ne pose vraiment sur les plateaux télé américains. Si l'objectif affiché est de protéger les intérêts économiques américains, pourquoi la mesure choisie finit-elle systématiquement par renforcer les concurrents qu'elle visait à affaiblir? Du vignoble canadien qui perce en Europe jusqu'aux partenaires commerciaux qui se tournent vers d'autres marchés, une politique qui produit à chaque fois l'inverse de son objectif affiché. À un moment donné, ce n'est plus un accident de trajectoire, c'est la trajectoire elle-même. Pour ne rien rater de la suite, allié après allié, abonnez-vous dès maintenant. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.